Il est le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, et donc jusqu'à 9h l'invité de cette nouvelle matinale de la présidentielle sur Europe 1. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bienvenue. François Fillon. Non, je suis pas bienvenu après ce que je viens d'entendre, et je tiens à protester contre la soi-disant analyse de monsieur Antonin André, qui ne correspond à aucune de mes convictions politiques, je le dis tout de suite. Bon, mais alors, vous aurez l'occasion d'en expliquer jusqu'à 9h. Non, je m'expliquerai pas de monsieur Antonin André qui n'a fait qu'exprimer son point de vue politique. C'est un éditorialiste et vous aurez l'occasion, voilà. Et on va développer votre programme avec vous jusqu'à 9h. Très bien, parfait. Heureusement que je suis venu pour dire quelque chose quand même. Bah, j'espère bien, ça dépend de vous. François Fillon a donc été mis en examen, notamment pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. A-t-il raison, selon vous, de dire en somme que ce n'est plus le temps de la justice et de s'en remettre au suffrage universel? En clair, ce sont les Français qui jugeront. Alors ça, c'est pas juste. Alors, on doit, vous comprendre, on est tous dans l'embarras parce que on essaye tous de s'en tenir aux règles de justice, qui est qu'il y a une présomption d'innocence, etc., etc. Bon, tout ça, ça compte. Mais là où ça peut pas aller, c'est ce qu'il dit. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un temps pour la justice et un temps pour le reste. Le temps de la justice, c'est le temps permanent. Et le peuple français n'est pas en état de donner son avis à propos des affaires pour lesquelles il fait l'objet d'une mise en examen. Le peuple français est en état de dire qui il veut choisir comme président de la République, mais ce n'est pas un tribunal populaire, le peuple français. C'est pour ça qu'il y a une justice. Donc je pense que sa formule est pas bonne du tout. Chacun d'entre nous répond de ses actes devant sa propre conscience et ensuite devant la justice. Voilà, point. Donc vous faites pas partie de ceux qui pensent que la justice en ce moment sort de son rôle et pollue cette campagne? Bon, bah j'ai pas l'impression parce que les faits sont connus en ce moment, donc la justice intervient. Vous savez, quand on n'est pas content de la justice, faut changer les lois. Pas mettre en cause les juges. C'est la différence avec les juges. Journalistes. Ils appliquent la loi qui est votée par les politiques. Les juges, oui, on peut changer la loi. On peut changer la loi et le juge applique la loi au nom du peuple français. C'est la formule au nom du peuple français est consacrée à la justice. Elle est rendue en notre nom à tous puisque c'est en application de la loi. Voilà. Après. Pour l'élection présidentielle, franchement, cette situation est une calamité parce qu'on ne peut plus parler de rien. Et tous les jours, il y a là une nouvelle suite au feuilleton de monsieur Fillon et de ses aventures. Je pense que la droite eût été mieux inspirée de changer de candidat pour qu'au moins on puisse avoir un débat qui soit pas sans arrêt surchargé des arrière-pensées concernant ces affaires. On va en parler de votre programme, même si je note au passage que vous aimeriez bien changer les journalistes aussi si vous étiez président. J'ai entendu la petite phrase l'air de rien. Venons-en à votre programme. Non, je n'ai jamais dit ça, vous n'avez rien entendu. Bah si, j'ai entendu. Et aux solutions que vous proposez pour essayer de régler les problèmes du monde, plusieurs régions, Jean-Luc Mélenchon, dont l'Île-de-France il y a quelques jours. Pourquoi dites-vous ça? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'un président de la République a le pouvoir de changer les journalistes? Mais vous connaissez même pas la Constitution. Pas dit ça. Allons sur le programme si vous voulez bien. Vous n'avez pas dit ça, vous avez dit on ne peut pas changer les journalistes, mais bon voilà. Ben oui, c'est pour donner il y a des situations qu'on peut changer et d'autres contre lesquelles on ne peut rien. Ça s'appelle le stoïcisme, ça date du 5e siècle avant notre ère. Absolument. On peut parler de votre programme et de plusieurs régions dont l'Île-de-France il y a quelques jours qui ont adopté une mesure qui oblige les ouvriers à parler en français pour pouvoir travailler sur des chantiers issus d'appels d'offres publics. C'est ce qu'on appelle la clause Molière. C'est une façon de fermer la porte aux ouvriers étrangers. Est-ce que c'est une bonne solution pour préserver nos emplois, Jean-Luc Mélenchon? Certainement pas. Et c'est une hypocrisie totale parce que les problèmes qui se posent sur les chantiers, c'est d'abord ceux du respect du code du travail, qui n'est pas fait, parce que le nombre des inspecteurs diminue sans cesse. Ensuite, c'est le problème du statut des travailleurs détachés. Et là, les mêmes personnes qui aujourd'hui inventent ce pauvre Molière servent de prétexte à une mesure qui n'approuverait certainement pas à son époque. Mais les travailleurs détachés, ces partis, que ce soit l'UMP ou le PS, ont tous les deux voté l'application des directives qui ont été prises encore récemment, qui fait que si, en effet, maintenant, il est question de payer les travailleurs détachés comme les autres travailleurs, pour autant, les cotisations sociales continuent à être payées dans les pays d'origine, ce qui donne une situation de déséquilibre absolu. Et alors, vous-même, sur les travailleurs détachés, vous disiez du travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Non, je n'ai pas dit ça. Alors, écoutez, si ça doit être mon procès ce matin, je m'en vais, c'est fini, d'accord? Mais laissez-moi dire moi-même ma position. Si vous n'êtes pas obligé de faire une citation tronquée. Elle est pas trop. Je voulais que je la lise. 5 juillet 2016 devant le Parlement européen. Allez-y. Je crois que l'Europe qui a été construite, c'est une Europe de la violence sociale, comme nous le voyons dans chaque pays, à chaque fois qu'arrive un travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Voilà.
Alors, le vol son pain, c'était entre guillemets, j'ai eu l'occasion de m'en expliquer déjà 5 fois, mais ça n'est pas arrivé jusqu'à vous ni à Europe 1. Donc je le redis, je m'oppose au statut de travailleur détaché parce que les cotisations sociales ne sont pas payées en France comme elles le sont dans le pays d'origine. On peut donc parler de délocalisation sur place. Et en effet, je suis pour que la directive travailleur détaché ne soit pas appliquée. Et si je suis président de la République, elle ne sera plus appliquée en France et on ne permettra plus aux travailleurs détachés de venir travailler en France et entre guillemets, de prendre la place des autres. Parce que si on les fait venir, ce n'est pas parce qu'ils ont des capacités professionnelles supérieures à celles de leurs collègues de travail, mais parce qu'ils coûtent moins cher. Moins cher égale toujours de la souffrance pour quelqu'un, je le redis solennellement, et pour l'environnement d'une manière générale, moins cher égale le saccage non payé et les gens mal payés. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'immigration peut devenir un problème économique pour la France? Est-ce que c'est ça qu'il y a derrière ou pas du tout? Non, pas du tout. Parce que les masses concernées sont résiduelles par rapport à la masse de ceux qui travaillent et à la masse du chômage. Par conséquent, non, ce n'est pas un problème économique. Ce qui serait un problème économique dans certaines régions, c'est que les immigrés s'en aillent. Comme ça s'est produit dans certaines localités où on s'est aperçu tout d'un coup qu'à partir de leur départ, il s'agissait, je crois, de départ d'ouvriers turcs dans l'est du pays, les commerces ne fonctionnaient plus et évidemment, c'était autant de cotisations sociales, autant d'impôts locaux, autant de taxes qui rentraient de moins dans la caisse de l'État. Et on doit dire cette réalité qui est très déplaisante à entendre pour certains, c'est que aujourd'hui, d'une manière générale, les personnes enregistrées comme immigrés rapportent plus qu'elles ne coûtent à la société, ce qui n'est pas non plus forcément très juste, vous en conviendrez, c'est-à-dire qu'elles cotisent plus qu'elles ne reçoivent, qu'elles payent plus d'impôts qu'elles ne bénéficient de services publics, tout ça a été évalué par la comptabilité publique et pas par moi, bien sûr. En tout cas, revenons sur cette directive, donc vous dites que vous ne l'appliqueriez pas, ça pose aussi la question de votre rapport à l'Union européenne. Votre position sur l'Europe, on peut la résumer en une phrase, si vous me le permettez, c'est une phrase que vous avez prononcée vous, l'Europe, on l'aime ou on la quitte. En gros, soit vous arrivez à la réorienter dans le sens que vous souhaitez, c'est ce que vous appelez le plan A, soit c'est le plan B, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à convaincre Madame Merkel et les partenaires européens, c'est quoi le plan B? C'est le Frexit? Alors déjà, si vous me permettez, je veux pas être ennuyeux avec vous, mais je n'ai jamais dit on l'aime ou on la quitte. Ça, c'est Madame Le Pen qui parle comme ça, et à propos des immigrés. Moi, j'ai dit on la change. On la change ou on la quitte. C'est oui, vrai. C'est une nuance. Ok, c'est un lapsus de ma part, je suis d'accord. Non, c'est pas un lapsus. Si, c'est un lapsus. Vous avez mélangé Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon, les immigrés et l'Europe. Non, mais ça, vous avez l'obsession qu'on veuille mélanger Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Moi, je ne veux pas mélanger Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon. Je voudrais connaître le programme de Monsieur Mélenchon. Ouais, c'est ça, ça se sent. Alors, bon, venons sur gratuit, mais la question de... Mais je vous en prie, écoutez, supportez-moi, ou alors m'invitez pas. Mais vous êtes le bienvenu, je vous l'ai dit en arrivant. C'était quoi la question? La question, c'est est-ce que le plan B, est-ce que le plan B, c'est le Frexit? Est-ce que c'est la sortie de l'Union européenne? Commençons par le commencement. Donc, il faut la changer. C'est ça le début de ma phrase, et c'est ça qui est le plus important. Et je vous demande simplement de bien vouloir considérer un instant la situation réelle de l'Europe. Partout, dans toute l'Europe, il y a tension entre les nations et tension à l'intérieur des nations pour des raisons qui sont simples à comprendre. Quand on interdit, comme c'est le cas dans les statuts, l'harmonisation sociale, clairement, tout le monde est en compétition avec tout le monde. Une délocalisation sur 2 se fait à l'intérieur de l'Europe. Ce matin, on évoque le cas de Whirlpool qui va encore délocaliser d'autres gens. Ce n'est pas parce qu'en Pologne, le travail est mieux fait, c'est parce qu'il coûte moins cher. On est d'accord. Il faut absolument changer cette disposition. Et il ne faut plus accepter qu'il y ait une compétition sociale entre les nations et compétition fiscale. Ça revient, ce sont les deux cas. Donc c'est ça qu'il faut changer. Si on ne change pas ça, l'Europe va s'effondrer. De 2 manières. Premièrement, par une irruption générale de l'extrême droite dans tous les pays d'Europe, car ce n'est pas qu'une spécialité française, c'est dans tous les pays d'Europe. Et je pense que maints analystes et commentateurs devraient se demander pourquoi un tel phénomène se produit partout en même temps dans toute l'Europe. Sinon, pour des raisons qui tiennent à la façon dont nos sociétés sont organisées, c'est la première chose. La deuxième, c'est que si ça ne se fait pas, il faut bien le comprendre, des gens sont venus avec la bonne volonté de dire on discute pour essayer de changer. Ça a été le cas de Monsieur Tsipras. Monsieur Tsipras ne pesant que 2% de l'économie européenne, il a été traité à coups de trique par le docteur Schäuble, qui est le ministre des Finances du gouvernement de droite allemand, et par Madame Merkel. Moi, je ne peux pas accepter cette situation. Je pars de l'idée simple, je n'en veux pas à Madame Merkel, ni même à Monsieur Schäuble, puisque les présidents de la République française ne lui ont jamais rien demandé, y compris quand les Français votaient contre les traités. Mais maintenant, je leur dis la chose suivante. Si vous voulez absolument continuer
comme ça, ce sera sans nous. Et nous ferons avec ceux qui veulent comme nous une Europe où la Banque Centrale Européenne n'est pas seulement en charge de la stabilité des prix, mais de l'emploi et de l'activité, où l'harmonisation fiscale, où l'harmonisation sociale sont possibles et même organisées. Et dans ce cas-là, on garderait une monnaie commune qui s'appelle l'euro ou pas, ou on reviendrait au franc? Pardon? On garderait dans ce cas-là une monnaie commune qui s'appelle l'euro? Dans quel cas, monsieur? Dans le cas où ça serait une Europe en cercle plus réduit, ce que vous dites, s'il n'y a pas d'accord avec les autres et que vous réorganisez tout ça. Il faudrait voir ce que devient l'euro, mais moi je n'imagine même pas une seconde qu'on me dise non. Parce que la France, c'est la moitié, c'est 18%, pardon, j'exagère en disant la moitié, c'est 18% de l'économie européenne, les Allemands 20%, on ne fait pas l'Europe sans la France. Maintenant, s'il fallait arriver à cette extrémité, on irait, mais c'est pas ma position. Moi j'espère que la pression que je fais en disant, écoutez, si vous voulez pas, nous on s'en va parce qu'il faut bien qu'on vive. On peut pas laisser notre pays être détruit. C'est pourquoi j'ai dit, si vous voulez bien, je voudrais résumer la formule en une seule. On la change ou on la quitte. Et en toute hypothèse, ce que je veux dire à ceux qui m'écoutent, c'est que jamais je ne prendrai la décision tout seul. Ce qu'il y aura à discuter sera tranché par le peuple français. C'est-à-dire, je débuterai une discussion, puis il y aura un résultat de la discussion, et je demanderai au peuple français, vous êtes pour ou contre que je signe. Et ceux qui diront, je l'appliquerai. Jean-Luc Mélenchon, parmi vos mesures, vous augmentez le SMIC de 16%, vous souhaitez le retour de la retraite à 60 ans avec 40 annuités pour avoir droit au taux plein, vous voulez revaloriser ces retraites, et vous créez également le droit opposable à l'emploi, en faisant de l'État l'employeur en fait en dernier ressort. Ça veut dire quoi? Que tous ceux qui n'auront pas ou plus de job deviendront fonctionnaires? Oui, c'est ça, fonctionnaires, vous avez tout compris. C'est-à-dire? Alors, pardon, excusez-moi, je buvais un peu. Je vous en prie. Commandons d'abord le circuit économique, parce que sinon on fait peur aux gens, pour rien, je pense que c'est le but. Il y a les dépenses et il y a les recettes. Arrêtez d'être parano, je vous pose des questions, j'essaie de comprendre, on essaie de comprendre votre programme, Jean-Luc Mélenchon. Oui, j'ai compris, mais ce que j'essaie de faire, c'est de l'expliquer. Mais allez-y. Merci, monsieur. Je vous en prie. Alors, commençons d'abord, pas par la comptabilité, mais par le circuit général économique pour comprendre. Vous avez en présence dans cette campagne, en gros, deux points de vue. Celui de la plupart des dirigeants qui proposent de faire une nouvelle coupe de 100 milliards d'euros, que ce soit monsieur Fillon ou monsieur Macron. 100 milliards d'euros dans notre économie. Moi, c'est l'inverse. Je propose de mettre 100 milliards d'euros, et ces 100 milliards d'euros iront entièrement à l'investissement dans la transition écologique, pour l'essentiel, et dans des travaux de cette sorte-là, qui, de cette manière, sont localisés et ne provoquent pas une dépense qui fuit vers l'extérieur. Il y a 100 milliards d'investissements et 173 milliards de dépenses publiques supplémentaires dans votre programme. Voilà, premièrement, il y a 100 milliards d'investissements et il y a 173 milliards, mais peut-être que vous pourriez pousser l'amabilité jusqu'à lire la ligne suivante, et il y a, de ce fait, 190 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Alors pourquoi? Parce que comme l'activité augmente, donc il y a des taxes qui sont payées, il y a des gens qui ont du travail, donc ils payent l'impôt sur le revenu, etc., etc. Donc, on arrive juste au bout de cette première partie. Mais 170 milliards retirés de 190 laissent un compte excédentaire. Ça me paraît assez intéressant pour être signalé, pour bien comprendre mon plan. Maintenant, je viens sur Juste rapidement sur la question des personnes. C'est quoi le droit opposable à l'emploi? Voilà. Dans la Constitution, ce que vous savez comme moi, il y a non seulement le droit, mais le devoir de travailler. Bon, alors si vous mettez quelque chose dans la Constitution et qu'ensuite vous l'appliquez pas, normalement, c'est un droit opposable, un droit constitutionnel. Par exemple, la liberté de la presse, c'est un droit opposable. Bon, là c'est pareil. Mon idée est de partir d'une loi qui a été adoptée à l'unanimité par les deux assemblées, qui a été suggérée par l'association ATD Carmonde et qui consiste à dire, lorsque quelqu'un est arrivé au bout de son chômage de longue durée, il est pris en charge par une structure qui a vocation d'emploi, ils appellent ça association à but d'emploi, mais ça peut être coopérative, qui reçoit les sommes que la personne qui n'a plus d'emploi recevrait au titre de son plus d'emploi, et avec ça, ça constitue la base d'un salaire. On donne donc un CDI à la personne, et on recherche localement les niches dans le secteur non marchand qui leur permet d'être embauchés. Voilà pourquoi ils ne seront pas fonctionnaires, comme vous le disiez assez sottement il y a un instant, mais employés soit de coopératives, soit d'associations en but d'emploi, comme le prévoit la loi que l'on appelle ATD Carmonde, par considération pour l'association qui a eu l'idée. Et ben voilà qui est clair. Merci Jean-Luc Mélenchon. Je disais fonctionnaire parce que c'est un mot, c'est pas, il n'y a pas de notion péjorative dans ce mot fonctionnaire. Vous restez avec nous, en tout cas pas dans ma bouche, peut-être dans votre oreille ou dans la vôtre, je ne sais pas. Vous restez avec nous. Je suis fils de fonctionnaire, moi. Et ben moi aussi, ça tombe bien. Alors donc, monsieur, épargnez-moi de dire que j'aurais voulu dire quelque chose de déplaisant pour les fonctionnaires.
Écoutez, j'ai du mal à comprendre le sous-entendu. Vous restez avec nous, J'ai l'impression que c'est Jean-Luc pas la première Mélenchon. fois ce matin que vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Je ne suis qu'un journaliste limité, cher Jean-Luc Mélenchon. Vous restez avec nous. Tout à l'heure, c'est face à Fabien Amias que vous répondrez aux questions politiques. Et puis, ce sera face à Natacha Polony. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 7h57. Europe 1, matinale spéciale présidentielle. Je suis un patriote qui aime son pays. Nous avons fait un rêve, ensemble. À suivre sur tous les réseaux sociaux et en vidéo sur europe1.fr. Non mais maman, c'est une blague. Comprends-moi, ma chérie. C'est le printemps des offres Opel avec